Bonjour, merci à tous. C'est vrai que ça fait plaisir de voir des gens dans une vraie salle pour un événement riche en contenu. Alors avec Luc, on va vous parler effectivement d'un voyage qu'on a fait autour de la construction d'une plateforme de confiance. On va faire ça en 3 temps ce matin, 3 temps assez rapides. La première chose, c'est d'où on est venu chez Soprasteria pour arriver à cette Trusted Digital Platform dont on parlera à la fin. Ensuite, Luc vous présentera comment est-ce qu'on a travaillé avec OVH et sur les paramètres un peu avancés de confiance qu'on est capable de proposer. Et puis je terminerai par quelques éléments sur la plateforme elle-même et surtout des éléments sur des clients qui l'utilisent aujourd'hui. Alors, je voudrais commencer. Posez-vous la question dans votre tête. Je vous demande pas c'est pas une interrogation, quoi que ce soit. Choisissez dans vos clouders préférés un ensemble de services autour de la gestion des bases de données et de la gestion des disques. Visualisez-vous ça dans votre tête et posez-vous la question de savoir si vous deviez faire ça on-prem ou dans un environnement complètement privatif, combien de temps et combien d'argent ça vous prendrait? Et ce serait forcément, la réponse, c'est forcément beaucoup, voire complètement irréalisable. En fait, on a dépassé, je pense il y a à peu près 18 mois, 2 ans, on a dépassé dans les clouds publics, en termes de richesse fonctionnelle, ce qu'on est capable de faire on-prem. Et c'est ce que je considère à titre personnel comme étant un des drivers essentiels derrière finalement des chiffres, une des courbes que montrait Reynald ce matin sur le renversement entre les 80-20, les renversement de pourcentage entre les workloads qui tournent sur des clouds publics versus ceux qui tournent sur des clouds privés. Alors, une fois qu'on a fait ça, ça demande, une fois qu'on a dit ça, ça demande ça amène à une deuxième prise de conscience, qui est que les hyperscalers dont on parlait tout à l'heure se sont transformés, de fait, sans qu'on s'en rende nécessairement bien compte. Ils se sont transformés d'un statut finalement où on achetait de la ressource un peu de base au niveau IaaS à un statut de véritable éditeur logiciel. Et qui dit statut d'éditeur logiciel dit que en tant qu'utilisateur ou en tant que DSI, intégrateur, etc., on doit forcément se poser la question de dire comment est-ce qu'on travaille avec un éditeur logiciel. Alors, je vous dis un peu tout ça parce que ça marche pas, c'est pas ça. Hop, voilà, c'est mieux. Je vais pas commenter tout le slide, mais cette question-là et cette prise de conscience, on l'a fait, nous, il y a à peu près 4-5 ans, et en se disant, finalement, c'est quoi le bon niveau où on est capable de tirer parti de la richesse fonctionnelle qui est maintenant offerte par les services cloud, tout en assurant, pour le compte de nos clients et pour notre compte à nous, une indépendance et le fait d'être capable d'une indépendance par rapport à ces éditeurs logiciels. Et les moyens d'assurer ça, c'est en gros les éléments qui sont là-dessus, avec le container comme étant une base très importante. Et le container et son orchestrateur de container sont un des éléments clés là-dessus. Ça c'est une citation faite en 2018 par John Willis, qui est un des papes du DevOps. Et j'aime bien cet élément parce que de la même façon que donc Linux, il compare Kubernetes à Linux. Linux, c'est un système d'exploitation. Un système d'exploitation, ça permet sur n'importe quel ordinateur à l'application de tirer parti des ressources matérielles, de la mémoire, etc., mais de façon totalement indépendante pour l'application de comment tout ça s'est câblé réellement en dessous. Et finalement, Kubernetes, c'est le bon niveau qui permet à l'application qui tourne au-dessus de tirer parti des éléments de base qu'on attend du cloud, c'est-à-dire de la scalabilité, ça monte et ça descend tout seul, du self-healing, etc., sans se préoccuper de la ressource sur laquelle ça tourne. Donc ça, voilà, pour moi, ça, c'est des éléments qui sont super importants et c'est ce qui fait que un orchestrateur basé sur Kubernetes, un peu quelle que soit sa distribution, on va dire, mais en tout cas, le niveau d'abstraction Kubernetes est celui qui permet pour nous de bien positionner le curseur dont je parlais tout à l'heure entre comment je tire parti de la richesse fonctionnelle de ce que j'attends d'un hyperscaler tout en restant indépendant par rapport à l'éditeur logiciel. Et ça, ces éléments-là, c'est ce qui nous a fait choisir
choisir, et là je parle, on est il y a 4 ans et demi, on est milieu 2017, le fait de commencer à travailler avec Red Hat autour d'OpenShift en tant que environnement qui mettait à disposition pour lancer des premiers services et des premiers services internes de Container as a Service. Tout ça dans le cadre d'un programme qu'on a appelé les Digital Enablers, et ça me fait penser à ce que disait Xavier de Docapost ce matin, où il disait dans l'adoption des containers, c'est super important que les développeurs ils veulent bien y aller. On est sur des migrations organisationnelles qui sont très importantes. Il faut que les gens veulent y aller. Et ça, en fait, nous on a fait ça d'abord à destination de la communauté technique, sur le fait de dire notre objectif c'était de dire il faut que ce soit aussi simple d'avoir accès à un environnement à l'intérieur de Soprasteria que ça l'est à l'extérieur quand on met une carte de crédit sur le cloud, et la carte de crédit du développeur à l'intérieur, c'est son mail et son password habituel avec des gestions d'identité. Et c'est ça qui nous a fait lancer notre premier service de container interne, Container as a Service, disponible pour tout le monde, et qui est en fait la base de la plateforme de confiance. On l'appelle InnerShift en interne, c'est un branding interne, mais c'est un environnement OpenShift Container as a Service qui tourne maintenant en exploitation de façon significative depuis on l'a lancé au premier, quasiment il y a 4 ans, tout début 2018 en General Availability. Une fois qu'on a fait ça, très vite, puisque les gens ont voté avec leurs pieds, ce que je dis en interne, ils ont aimé ça, ils sont venus de ça d'eux-mêmes, on s'est dit, pour l'utiliser pour des clients et pour des offres clients, comment est-ce qu'on répond aux besoins de confiance qu'il y a là-dessus? Et c'est là qu'on a commencé à travailler avec OVH sur les prémices de ce qui est devenu la TDP. Et je passe la parole à Luc pour qu'il nous explique un peu tous les paramètres de confiance qu'on a pu utiliser. Bonjour. Donc je suis Luc Imbert de OVH Cloud. Les éléments que je vais vous donner aujourd'hui, c'est un peu comment chez OVH Cloud on réfléchit à la souveraineté, on réfléchit à la confiance. Ce premier slide simplement pour illustrer que quand on s'interroge sur les problématiques de souveraineté, de confiance, on pense tampon, on pense certification, qualification, et tous les attributs qu'on peut trouver entre ces deux termes un petit peu formels. On s'y est collé, on a été jusqu'au bout, on a essayé de les comprendre. Et surtout, ce qu'il faut retenir de ce slide-là, c'est que quand on parle de souveraineté et de confiance chez OVH Cloud, ce qu'on a en tête, c'est, je ne sais pas si vous vous en souvenez ou si vous les connaissez, mais il y a déjà pas mal de temps, Octave avait lancé l'acronyme SMART avec représentant un certain nombre de valeurs. Le M de SMART, c'était pour multilocal. Ce multilocal, on va le retrouver ici, parce que quand on arrive dans le Secure Trusted Cloud, évidemment, on a été tamponné avec le top du top de l'exigence qui se trouve être l'exigence française avec le label Secnum Cloud, le visa de confiance de l'ANSSI. Mais on a voulu aussi aller chercher la vision allemande, la vision anglaise, la vision italienne, la vision espagnole, dans le respect de ce que chacun considère être la meilleure de ces règles de souveraineté. Voilà, bon, ça c'est pour la partie de l'ingénieur. C'est pour la partie la plus tangible de quelles sont les best practices de ce qu'on peut faire dans la souveraineté. Mais la souveraineté, la confiance, avant tout, elle se décline, et j'ai essayé de le décrire ici, avec 3 autres points qui sont critiques. 3 autres points qui sont critiques au-delà de la bonne pratique de l'ingénieur. Et ça commence par le point de vue du politicien. Le point de vue du politicien, c'est de se dire, en cas de crise grave, la Covid nous a montré qu'on pouvait en avoir à tout moment. Je vais être capable de décider au niveau du pays, de la région, du continent, qui est-ce qui va couper le courant. Je schématise un petit peu, mais l'idée, c'est ça. Donc, je veux que non seulement mes données, mais mon compute, mon storage, mon network, ils soient dans une certaine mesure à ma main. Ça, c'est le point du politicien.
Le point du juge, il est aussi très important. Le point du juge, c'est de se dire, je ne veux pas que les régulations autour des usages cloud de mes concitoyens soient régulées par une juridiction qui ne passe pas par moi. Donc je ne veux pas, en gros, que les environnements IT des entreprises avec lesquelles on travaille, des entreprises qui font la richesse du pays et du continent, soient régulées par des lois extraterritoriales. Mais sans doute que le plus important, c'est le dernier. C'est le point de vue du businessman. Personne ne veut qu'obtenir un environnement souverain, un environnement qui soit digne de la confiance de nos clients et vers lequel nos clients aspirent, soit dépositionné dans une offre marché. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être capable de remplir la somme des critères technologiques, la somme des critères d'excellence technique, en y ajoutant la somme des critères de souveraineté, il faut que ça fonctionne en écosystème, il faut que ça fonctionne dans un environnement où chacun reste dans sa zone de confort, dans sa zone d'excellence industrielle. C'est pour ça que vous entendrez souvent de la part de OVH Cloud de dire que nous, on ne croit pas en un cloud souverain, on croit en un écosystème de la souveraineté. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec Yves, pour vous expliquer que c'est à plusieurs qu'on adresse ce modèle, et à plusieurs avec du système intégrateur, avec du software player et avec de l'industriel du cloud qui respecte aussi son cahier des charges comme on essaye de le faire chez OVH Cloud. Ensuite, pourquoi faire la souveraineté? J'aurais tendance à dire pour tout faire. Aujourd'hui, nos clients nous demandent de ne pas avoir à choisir entre la nature du service cloud qu'ils vont vouloir consommer chez nous et le niveau de privacy, le niveau de souveraineté qui lui est associé. Et donc, c'est à ça qu'on s'attache au maximum. Il y a des environnements, des modes de consommation qui sont naturels, qui viennent du mode on-prem, qui sont naturels à être consommés en mode privé. Il y en a d'autres qui viennent du mode le plus cloud natif et le plus cloud public possible. Nous, notre stratégie, c'est pouvoir offrir aux clients la réconciliation des deux. Et la réconciliation des deux, ça veut dire ça. Ça veut dire de pouvoir choisir la nature des services cloud que l'on veut consommer, de pouvoir choisir le niveau de souveraineté, de sécurité, de privacy dans lesquels on veut les consommer, et de pouvoir choisir la façon d'aller les consommer, c'est-à-dire d'une façon la plus infra as a code possible ou traditionnelle possible, sans que l'un de ces axes détermine le positionnement des autres. Aujourd'hui, encore une fois, on est là ensemble pour vous montrer que il n'y a pas de cloud souverain. Il y a un écosystème de la souveraineté et que c'est en travaillant ensemble, chacun dans sa zone d'excellence, qu'on offre à nos clients quelque chose qui respecte ses critères et en même temps qui reste dans le marché et qui reste accessible et consommable. Yves, je te laisse la parole pour la suite. Et en fait, pour réaliser cet écosystème, en fait, ce qu'on appelle donc maintenant globalement ce qu'on appelle la Trusted Digital Platform aujourd'hui, c'est la réalisation
entre Red Hat, OVH Cloud et Soprasteria de cet écosystème de confiance dont parle Luc. Qu'est-ce qu'on a fait pour arriver à la Trusted Digital Platform ? On a pris les paramètres de confiance et tous les services, comme tu dis, sans faire de trade-off entre la qualité fonctionnelle et l'ensemble confiance. On a pris des services de OVH, on a pris des services logiciels. On se base principalement sur Red Hat OpenShift, et puis on a agrégé dessus des services de gestion et de management de cloud on est capable de mettre en œuvre chez Soprasteria. Et c'est notre façon de réaliser ce que Nicolas, dans la précédente table ronde, avec la personne de Cap et la personne de Microsoft, montrait très bien en lumière en termes on réalise une voiture complète. Alors cette Trusted Digital Platform, aujourd'hui, elle est utilisée de plusieurs façons différentes dans des réalisations clients. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois des gens qui vont dire je veux utiliser ces services-là pour réaliser mon propre cloud de confiance chez moi, dans mon environnement. Elle va être utilisée à l'autre extrémité du spectre sur des services que nous proposons, nous, à nos clients, mais directement au niveau métier, sous une forme finalement software as a service, et de façon transparente pour le client, elle tourne dans ces éléments de TDP. Et puis, elle va tourner. Alors, j'ai choisi dans les exemples clients et les Rex clients qu'on a, j'en ai choisi un particulièrement qui est intéressant parce qu'il illustre un chemin complet de confiance. Le client, c'est le ministère de la Transition écologique. Il se trouve que vous avez sans doute pour beaucoup d'entre vous vu la conférence il y a quelques mois de lancement entre Bruno Le Maire et Amélie de Montchalin sur la nouvelle stratégie cloud de l'État. Et dans cette conférence, Amélie Montchalin mentionne un projet exemple. Il s'agit de ce projet-là. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on a utilisé l'ensemble du spectre. C'est-à-dire, c'est un sujet sur lequel on a travaillé sur le développement applicatif en cloud natif, en démarrant au début sur des services OVH assez haut niveau fonctionnellement, les services d'environnement Kubernetes managé que propose OVH. Et au moment où on est passé en exploitation, on l'a placé dans une logique où on est un peu en deux temps, c'est-à-dire on a été capable de proposer aux clients pour être très à la fois souverain, compliant avec ce qu'il donnait, et dans une logique de time to market, on a démarré le service. C'est ce qui est sur le temps 2. On a le service qui tourne sur la Trusted Digital Platform. Et l'intérêt, on n'y est pas encore, mais c'est l'objectif à terme. Et ça montre la puissance de cet environnement d'écosystème souverain reposant sur Red Hat OpenShift. C'est-à-dire que la logique, c'est de pouvoir, du coup, le porter de façon transparente sur les environnements à venir d'un hébergement sur les clouds complètement privatifs de l'État. Avec une réversibilité complète de l'un comme de l'autre, puisque les environnements TDP ont, comme vous l'avez vu sur le slide d'avant, on a grâce aux paramètres de confiance OVH, toutes les certifications qui sont nécessaires. Voilà. Globalement, c'est un peu ce qu'on voulait vous dire ce matin. Donc, je vous remercie de votre attention.